L'ouvrage de Sembène Ousmane, Les bouts de bois de Dieu, est représentatif du roman francophone moderne d'Afrique noire. En effet, artiste engagé, l'auteur met sa plume au service des nègres, des travailleurs du Dakar-Niger et des prolétaires, sans distinction de race ou de nation. En outre, l'écrivain, anthropologue, chante la bravoure des femmes, appelées à jouer un rôle de plus en plus important une fois les coutumes rétrogrades abolies. Par ailleurs, la langue utilisée est habitée par le wolof et le bambara, ce qui engendre de nombreuses interférences. Ainsi, le narrateur sollicite la connivence du lecteur africain. Mais en même temps, il s'adresse à tous les locuteurs du français, parce que les notes explicatives rendent le texte toujours intelligible. L'expression « littérature francophone » sert à désigner l'ensemble des œuvres produites en français, hors de l'Hexagone, par des poètes et des prosateurs porteurs d'une identité différente. C'est dire que l'ouvrage de Sembène Ousmane, Les bouts de bois de Dieu, est partie intégrante de ces littératures. Mieux, il peut être considéré comme un échantillon représentatif du roman francophone d'Afrique dans sa phase dite moderne. En effet, celle-ci est essentiellement caractérisée par la volonté de rejeter les modèles littéraires occidentaux et par la dénonciation de l'ordre colonial ou néocolonial. Nous lirons donc ce livre pour approfondir et illustrer la définition imprécise ci-dessus mentionnée. Cependant, la spatialité constitue un critère peu fiable, car des écrivains, Fatou Diome, Kateb Yassine, naturalisés ou non, vivent en France et y font publier des textes reflétant leur altérité. Par conséquent, notre propos consistera à examiner comment les spécificités culturelles se manifestent dans la création littéraire. Pour ce faire, nous étudierons d'abord la mission assignée à l'art, la défense d'une cause, ensuite nous analyserons les déterminations linguistiques et enfin nous nous intéresserons aux matériaux anthropologiques. Le roman « Défense d'une cause ». Chez Sembène Ousmane, la conscience d'appartenir à une race opprimée, le parti pris prolétarien et le féminisme sont les sources vives où s'abreuve la création littéraire. Par conséquent, dans Les bouts de bois de Dieu, l'auteur, muni de ses fondements idéologiques, défend toujours une cause. Les colonisateurs ne reconnaissent aux colonisés aucun mérite sur les plans moral, culturel et technique. Quand ils parlent des Africains, les termes les plus récurrents sont nègre, mot négativement connoté dans le contexte colonial, sauvage et enfant. En raison de la généralité, caractéristique du préjugé, tous les Noirs sont pareils. Ils manquent d'hygiène et de pudeur. « Ce sont des sauvages », dit le capitaine. « Regardez-moi cette femme-là, elle est en train de... devant tout le monde, des vrais sauvages. » Au surplis, l'exemple le plus éloquent de la ségrégation raciale réside dans la symbolique de l'espace bien compartimenté. L'ordre, la beauté, le confort et la propriété du quartier résidentiel européen contrastent avec le caractère crasseux, hétéroclite et rudimentaire de la cité indigène. Des taudis, des soupentes branlantes, des tonneaux renversés, des tapates en tiges de mil ou de bambou, des piquets de fer, des palissades à moitié écroulées. Thiès, un immense terrain vague où s'amoncellent tous les résidus de la ville, des pieux, des traverses, des roues de locomotive, des fûts rouillés, des bidons défoncés, des ressorts de sommier, des plaques de tôle cabossées et lacérées. Sur le plan moral, Dejean et Isnard pensent que les Africains ignorent des vertus comme la dignité, l'honnêteté, et que techniquement et professionnellement ils sont incompétents. La réfutation de tous ces préjugés anti-nègres s'inscrit dans le texte de Sembène. En effet, si les travailleurs surexploités n'habitent pas dans des villas confortables, l'organisation sociale africaine, les mœurs et les coutumes révèlent que les Noirs sont non pas des barbares, mais des hommes différents. Tissez bien que les célibataires habitent dans les maisons des autres et qu'ici personne ne mange sans son voisin. Par contre, la violence coloniale s'exerce de façon bestiale sur les aveugles, les enfants, les femmes âgées et les vieillards. Maïmouna avait été battue, bousculée, piétinée, elle était tout ankylosée. D'autre part, ne voulant pas trahir ses camarades, Doudou refuse les millions ainsi que la promotion proposée par Isnard, car à ses yeux, seule compte la satisfaction des revendications collectives. 3 millions, c'est une somme pour un nègre, mais je préfère rester nègre, car les 3 millions ne pourront pas me blanchir. J'aime mieux les 10 minutes de casse-croûte. Il y a donc des nègres intègres et d'autres, comme le Sérigne Dakarou et le député, qui, ayant choisi le camp des profiteurs, acceptent de se prostituer. Les portraits à charge de ces dignitaires sont, à ces titres, révélateurs. C'était maintenant le tour du député-maire. Quand il ouvrit la bouche pour parler, on vit briller 2 dents horrifiées au milieu de son visage tout rond et luisant de chaleur. Cependant, l'auteur, qui tourne en dérision le comportement des Blancs racistes,
ne plaident pas seulement pour des gens de race noire, ils s'intéressent tout autant, sinon plus, au statut social et économique des personnages. En effet, les grévistes reçoivent des secours et des encouragements. « Vous n'êtes pas content de l'aide de la CGT de France ?»« Si, dit Alioune. Nous avons aussi reçu quelque chose du Dahomey et une lettre de Guinée annonçant de l'aide. » Des Toubabs donnent aussi de l'argent. L'exemple le plus probant est celui de l'ivrogne Leblanc, sans doute ainsi nommé pour qu'on ne se méprenne pas sur la couleur de sa peau. Illustrant l'adage in vino veritas, il s'impose comme la conscience critique du colonialisme, car dénonçant l'exploitation et l'injustice. « J'aime les Noirs. Je leur ai envoyé 20 000 francs pour leur grève. Je l'ai fait, 2 fois 10 000 francs. » Tous ces philanthropes aident non pas des Noirs, mais plus simplement des travailleurs. Donc, il ne s'agit plus d'une question de race. C'est la lutte du travail contre le capital. En Afrique aussi, le capitalisme naissant détruit progressivement les castes et les corporations traditionnelles, car la machine brasse tout. Après la race noire et le prolétariat, Semben aborde le statut de la femme, dans un contexte marqué par de nombreuses mutations sociales. Grosso modo, on trouve dans le roman les femmes attachées à la tradition et celles qui aspirent à la modernité. La vieille Nyakoro, nostalgique d'une société typiquement féodale, meurt. Nyakoro la vieille se rua sur les policiers, mais un violent coup de coude en pleine poitrine la laissa sans souffle. Avec elle, c'est une image de l'Afrique qui disparaît. Assitane, une autre femme du Soudan, apparaît comme le parangon de l'épouse soumise. Mariée de force à Ibrahima Bakayoko, frère de son époux décédé, puis au syndicaliste, elle dit à Timoko « Je ne demanderai pas mieux que d'avoir une rivale, je pourrai au moins me reposer. » Celle qui ne voudra pas se soumettre et qui symbolise la femme de demain, c'est Hadjibidji, la fille d'Assitan, issue du premier mariage. Élève, elle fréquente déjà l'Assemblée des hommes. Selon elle, l'avenir appartient aux gens qui réfléchissent et s'adaptent aux situations nouvelles. Grand-père, j'ai trouvé ce qui lave l'eau. C'est l'esprit. Car l'eau est claire, mais l'esprit est plus limpide encore. Ainsi, Hadjibidji veut entrer par effraction dans un univers réservé aux hommes. Petit père dit que demain, femmes et hommes seront tous pareils. Et quel métier veux-tu faire ? Conduire l'express comme petit père. Il existe d'autres figures féminines, comme Penda, Maïmouna ou Ramatoulaye. Abattue par les tirailleurs à l'entrée de Dakar, Penda meurt en martyr, laissant ainsi une image flatteuse d'elle-même. Maïmouna l'aveugle lutte à côté des femmes de Thiès. Sa complainte met en scène Goumba, l'aveugle en Wolof, qui sans haine transperce ses ennemis. Son chant s'interprète comme une allégorie de la grève. Ramatoulaye la rebelle, victime de la faim et de la soif, ne se pose pas de questions. Mais Ndeye Touti, la déracinée, déçue par les Occidentaux, prendra fait et cause pour les travailleurs. Devant les portails, des femmes de Dakar tendaient des pagnes. Parmi elles se trouvait Ndeye Touti. Pour les grévistes. Pendant la grève, les femmes acquièrent des responsabilités nouvelles. Après la lutte des travailleurs, on n'osera plus les reléguer au second plan. Dans Les bouts de bois de Dieu, tout se passe comme si le narrateur principal, anonyme, nanti du don d'ubiquité, assistait, dans 3 villes différentes, à des événements, dont certains se déroulent simultanément, pour ensuite les relater successivement. Cette absence de focalisation, ou focalisation zéro, traduit l'omniscience du narrateur et les liens solides unissant les grévistes de Dakar, Thiès et Bamako. C'est pourquoi les grandes rubriques portent les noms des villes, théâtres des actions. Sur les 20 rubriques, 6 ont pour éponyme des personnages féminins et une autre s'intitule « La marche des femmes », alors que, mis à part le passage Les apprentis, 5 hommes ont eu droit à cet honneur. Ce traitement de faveur, ainsi que la représentation globalement positive de la femme, prouve, si besoin n'était, que Semben Ousmane prône l'émancipation de la gente féminine. Ce qui est valable pour les hommes l'est aussi pour les femmes. Les personnages qui ne s'adaptent pas, Nyakoro, ou ceux qui risquent de devenir des héros individuels, Doudou, Penda, périssent, car l'auteur met en avant le groupe, comme dans la société traditionnelle. Mais, dans le schéma marxiste aussi, si la lutte des classes est le moteur de l'histoire, le peuple doit, avec ou sans un guide clairvoyant, baliser sa voie. À juste titre, Claude Abastado note qu'à la différence de Germinal, les forces naturelles n'interviennent pas. L'action n'engage que les hommes, la société maîtrise son destin et choisit son avenir. D'après Joseph Roger de Benoît, la grève du Dakar-Niger, 11 octobre 1947, 19 mars 1948, a mobilisé 20 000 cheminots sans déboucher sur une victoire éclatante. Peu importe. L'ardeur militante de Semben Ousmane transfigure la réalité historique, dans un sens favorable aux ouvriers. Mais ces entorses à la véridicité,
ne concerne pas les us et coutumes décrits avec une minutie particulière. 2. Le roman, document anthropologique. Dans l'espace romanesque des bouts de bois de Dieu, il y a, sous-jacente au conflit qui oppose le patronat au syndicat, une confrontation des cultures. Sous ce rapport, Claude Abastado distingue les scènes qui font événement et celles qui font tableau. C'est dire que les données anthropologiques seront présentes d'un bout à l'autre de l'ouvrage. L'évocation des mœurs et des coutumes concerne la civilisation orale. En Afrique noire, la société traditionnelle est marquée par l'oralité. Mais cette oralité est de plus en plus menacée. Elle se manifeste dans la transmission des informations ayant trait à la grève ou à la vie quotidienne, de façon générale. Par exemple, Samba Nundulugu est, de manière symptomatique, surnommé le journal du dépôt, et comparé à une véritable gazette vivante. Comme dans la culture occidentale, ces expressions désignent d'ordinaire des textes écrits, le narrateur suggère que l'absence de l'écriture ne signifie pas le manque d'informations ou de connaissances. Quant à Maïmouna l'aveugle, elle demeure un autre symbole de la civilisation orale. Non seulement elle chante, de manière récurrente, la geste de Gumbandiaï afin de galvaniser les ouvriers, mais encore dans l'excipit, elle décide de rester à Dakar pour être nourrice et surtout éducatrice. Elle devait passer là le reste de ses jours. Le soir, elle aimait à s'entourer d'enfants, elle leur chantait ses complaintes et leur contait l'histoire de Penda et du drôle de petit bonhomme qui était mort sur la route. On trouve aussi des manifestations de l'oralité dans les comptes rendus que les grévistes font à chaque étape décisive de la lutte, transformant ainsi les places publiques en véritables arbres à palabres. Sans compter les proverbes, avant d'avoir les cheveux blancs, il faut d'abord les avoir eu noirs, et les devinettes. Dis-moi qui est-ce qui lave l'eau ? D'autre part, l'expression « des jours passèrent et des nuits passèrent » revient comme une litanie et rappelle la technique narrative du récitant. De même, les chants et les danses au rythme du tam-tam encouragent les délégués en les exhortant à la résistance. Il fait jour et c'est un jour pour l'histoire. Une lueur vient de l'horizon. Il n'y a plus de fumée de la savane, de Dakar à Koulikoro. Mais comment conjurer les dangers qui guettent l'oralité ? Nyakoro, représentante d'un autre ordre, menace de brûler les livres de son fils. « Je vais mettre au feu tous ces kitabous ». En outre, que faut-il penser du geste de Ndé et Tuti qui donne tous ses cahiers, son journal intime excepté, pour allumer le feu? Renonciation définitive à l'école ou lutte contre l'envahissement de l'écrit? En dehors de l'oralité, la famille apparaît comme un des socles de la civilisation africaine. Elle vit le plus souvent dans une concession comme ndiaïenne, et les enfants sont d'autant plus nombreux que la polygamie, ou plus précisément la polygénie, demeure une pratique courante. D'ailleurs, cette polygénie pose beaucoup de problèmes. Les femmes d'un même homme se querellent pour la répartition des vivres. Je cite, « Lorsqu'un gréviste venait de toucher sa part de soutien, il la remettait tantôt à l'une, tantôt à l'autre de ses épouses, et il s'ensuivait parfois de véritables batailles. » Fin de citation. Par surcroît, pour les employeurs, les Africains achètent de nouvelles épouses chaque fois qu'ils ont de l'argent. Il n'est donc pas question d'accorder aux travailleurs des allocations familiales. Néanmoins, lors du meeting de Dakar, Bakayoko, reprenant l'argument de la Bible, rétorque aux Européens. Je cite, « On a dit que nos femmes sont en réalité des concubines. Lorsqu'il s'est agi d'aller se faire tuer à la guerre, a-t-on demandé aux patriotes s'ils étaient des enfants légitimes ou illégitimes ?» Fin de citation. La famille obéit, comme l'ensemble de la société, au principe de la gérontocratie. En effet, les jeunes doivent respect et obéissance aux anciens. Ils ne peuvent les apostropher qu'en faisant précéder leur nom de termes signifiant père, mère, oncle, tante, etc. La structure familiale est le principal élément de l'identité. Dès lors, honorer un individu, c'est connaître sa famille, le saluer par son patronyme qui renvoie à ses ancêtres. À ce propos, Ramatoulaye incarne la courtoisie africaine. Elle connaissait tout le monde, les noms et les prénoms, et aussi ceux des parents. Tous les liens de consanguinité, une véritable encyclopédie familiale ambulante. Les scènes de mœurs, nombreuses, permettent aux lecteurs étrangers de mieux connaître l'Afrique. Ainsi donc, la littérature postcoloniale, qui ne peut se comprendre hors du contexte d'une résistance à la colonisation, incite les écrivains à transposer dans le texte la complexité du réel, ce qui estompe la frontière entre littérature et histoire ou sciences sociales. Cependant, force est de reconnaître que la grève, école authentique, engendre le changement social. Les grévistes traduisent Diarra le renégat devant le tribunal du comité sans tenir compte de son âge. En définitive, les mutations sont telles qu'on ne peut plus affirmer.
Ce n'est pas à l'enfance que doit appartenir le savoir, mais à la vieillesse. Dans la société nouvelle, l'égalité régnera entre les hommes, après l'abolition de toutes les différences liées aux castes. Par ailleurs, entre les membres d'une même famille ou d'une communauté plus large, la solidarité doit exister. Ainsi, on partage ses repas avec les victimes de la disette. Mais El Hadji Mabigué refuse d'aider sa sœur Ramatoulaye en proie à la faim. Le Sérine Dakarou nie la réalité et condamne les grévistes et leurs compagnes. Voilà votre œuvre, femme. C'est vous qui êtes responsable de la mort de cette mère. Sachez que vos maris sont les jouets de quelques infidèles. Sachez que ceux qui dirigent en réalité cette grève sont les communistes. Donc, la grève montre que la solidarité ne sera plus fondée sur l'appartenance familiale ou nationale, mais sur la communauté d'intérêts économiques. Sur le plan des croyances, les Africains, bien qu'islamisés, portent des amulettes et des gris-gris, comme les adeptes du paganisme, pratiquant ainsi le syncrétisme religieux. Ils entretiennent de nombreuses superstitions, dont la plus tenace est la hantise de l'anthropophagie. Donc, Sam Ben Ousmane ne s'adonne pas à une contemplation narcissique des valeurs africaines. L'auteur met sans cesse l'accent sur le groupe, même s'il ne réussit pas à réaliser un nivellement des responsables cheminots. Il y a donc une mise en scène de ce que Paul Ricoeur appelle l'idem, c'est-à-dire le sujet collectif, opposé à l'ips, le sujet individuel, et relevant de l'identité racine. Mais puisque cette fresque sociale montre la naissance dans l'épreuve d'autres hommes et surtout d'autres femmes, le roman débouche sur une conception rhizomique de l'identité, considérée non comme une donnée inaltérable du passé, mais comme une articulation de traces toujours en devenir. Par conséquent, l'identité étant une notion dynamique, le parler des Africains subit, sans cesse, l'influence de l'idiome colonial. 3. Le roman Laboratoire d'hybridation linguistique. En véritable militant, le romancier sénégalais a œuvré pour la transcription et la promotion des langues nationales. Mais, selon Sam Ben Ousmane, comme pour beaucoup d'autres écrivains, l'utilisation du français relève d'une obligation historique, la plupart des langues africaines n'étant pas dotées de systèmes de codification, au moment où ils composaient leurs ouvrages. À la limite, il pourrait dire, en reprenant une formule de Derrida, « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne ». Du reste, même si le Wolof était une langue écrite à cette époque, l'auteur aurait sans doute opté pour le français, parce que confronté à une situation de diglossie. Ainsi, dans les sociétés africaines où le plurilinguisme existe, la langue coloniale, imposée, est décrétée langue officielle, car ayant une vocation universelle, elle est l'idiome véhiculaire qu'utilisent les gens d'ethnies différentes. Alors, pour Sam Ben Ousmane, écrire en Wolof équivaut à restreindre son lectorat international. Mais, africain écrivant dans une langue d'emprunt, l'auteur produira une littérature non pas française, mais francophone. Or, Marc Gontard constate par rapport à la littérature française, les littératures francophones occupent, au sens propre, la marge, c'est-à-dire le dehors, mais un dehors qui reste articulé au dedans, dans un rapport à la fois complexe et turbulent. Dans le roman de Sam Ben, il y a un véritable débat sur les langues nationales. Bakayoko, qui parle plusieurs idiomes africains, n'est pas un idolâtre du français. C'est pourquoi, lors d'une réunion, il dit aux dirigeants de la compagnie « Nous emploierons le français. C'est une question de politesse. Mais c'est une politesse qui n'aura qu'un temps. » Certes, sa fille adoptive, au grand désarroi de la grand-mère, lit, écrit et s'exprime oralement dans la langue de Molière, et le cheminot aimerait que sa femme en fasse de même. En effet, il sait que, dans un pays dominé, les contacts institutionnels avec la langue de l'occupant sont inéluctables. En attendant la promotion des langues africaines, la maîtrise du français confère un statut social et ou économique enviable. Par exemple, Ndeye Tuti est tutoyée et humiliée par des officiers blancs. Quelque temps après, elle sert d'interprète aux femmes en parlant français et, ipso facto, on lui voue respect et considération. Par ailleurs, tous les protagonistes du mouvement ouvrier savent parler, lire et écrire le français. Sen Massen prit la parole. « Camarade », dit-il en français, « camarade ». D'autre part, en vertu de la politique d'assimilation, la francomanie s'empare des colonisés à tel point que le député, au meeting de Dakar, tient, en français, un discours inaccessible à ses électeurs. Et comme il utilise la première personne du pluriel, on se demande si le « nous » n'a pas pour référent le camp des exploiteurs dont il est l'ardent turiféraire et le membre le plus corrompu. Il n'y a plus d'eau et plus rien à manger dans nos maisons, les boutiquiers ne veulent plus nous faire crédit. Conscient de tous ces problèmes linguistiques, Sam Ben Ousmane les résout à sa manière dans un texte français, wolof et bambara en même temps, toute proportion gardée.
À titre d'illustration, la langue maternelle de l'auteur affleure dès le péritexte, car le sous-titre, Bantima Mial, terme repris dans la dédicace, est l'expression wolof littéralement traduite pour donner le titre français « Les bouts de bois de Dieu ». Pour un locuteur du français standard, ce titre se contente de désigner l'ouvrage sans référer à un contenu précis ni à un héros éponyme. C'est, Ramatoulaye, responsabilité s'était accrue car la maison dont elle était l'aînée était grande, 20 bouts de bois de Dieu. De Oudiambaye, le narrateur dit « Ses grossesses successives l'avaient alourdie. N'avait-elle pas, à elle seule, mis au monde 9 bouts de bois de Dieu ?» Donc cette dénomination, dont les occurrences sont multiples, renvoie à un signifié connotatif indiqué dans une note infrapaginale. Une superstition veut que l'on compte des bouts de bois à la place des êtres vivants pour ne pas abréger le cours de leur vie. En conséquence, par la tournure idiomatique, l'auteur sollicite la connivence du lecteur wolofophone, mais la note explicative s'adresse aux francophones d'Afrique et d'ailleurs. Et justement, tout au long du texte, les mots africains sont transcrits en italique et expliqués. Pour s'exprimer, les Africains empruntent souvent à la langue française, d'où la prolifération des interférences. Par exemple, les chuintantes et certaines sifflantes n'entrant pas dans le phonétisme des langues soudano-sahéliennes, les personnages de Semben donnent l'impression de zézéyer en disant sénéral, saussure, serse-sef au lieu de général, chaussure, sergent-chef. Dira-t-on que ces mots sont phonétiquement intégrés ? Quoi qu'il en soit, il s'agit d'emprunts, termes ayant une valeur générique et désignant tout élément provenant d'une autre langue. En réalité, la plupart des éléments du lexique africain sont des xénismes, terme réservé à l'emprunt qui correspond à une réalité étrangère. Mais il y a aussi des calques, traduction littérale d'expressions soudanaises ou sénégalaises. Aram, à la recherche d'un certificat de mariage, affirme désabusé. Ils m'ont dit que devant la loi des Toubabs, je ne suis pas marié. Le mariage du chemin de Dieu ne compte pas. Par ailleurs, Ramatoulaye, sur le point d'égorger le bélier de Mabiguet, s'adresse aux autres femmes. Ce soir, personne ne couchera avec la faim. Dans un autre passage, ce personnage féminin parle ainsi à un policier. Mécent, pas mécent, moi connaître pas. Vendredi, papati, lui manzéri, moi coupé-cou. Enfant beaucoup faim, vendredi manzéri enfant. Moi venir avec toi, vendredi pas venir. Vendredi pour manzer. Dans cette langue hybride, les interférences abondent, liées aux ésaillements, à la méconnaissance des temps verbaux, à la syntaxe de juxtaposition, à la négation incomplète. D'autres personnages traitent Pinda, la femme à la galanterie vénale, de pitting, de couche-toi là. L'insertion, dans les procédés de textualisation, d'éléments issus d'un lexique africain, les familiarités, voire les trivialités, les xénismes et les calques prouvent que l'auteur se livre à une peinture réaliste de la société coloniale, et qu'il lui est difficile de faire abstraction de sa langue maternelle et de celle des personnages. De la sorte, il rend moins prégnante la frustration qui consiste à écrire dans une langue d'emprunt. L'utilisation de la langue française comme langue de communication littéraire déterritorialise l'écrivain africain et son public. Ainsi déterritorialisé par le français, l'auteur se reterritorialise par l'interférence linguistique ou par un médium comme le cinéma. Cependant, pour un lecteur étranger, les nombreuses interférences ne nuisent pas à l'intelligibilité du texte, car elles ne franchissent pas le seuil d'acceptabilité. En définitive, Semben Ousmane aurait pu dire comme Chikaya ou Tamsi « La langue française me colonise, je la colonise à mon tour ». Réaliste, le romancier cinéaste utilise l'idiome de l'ancien colonisateur, mais cette langue est fréquemment habitée par le wolof et le bambara. Ainsi, l'auteur sénégalais récuse ce que Marc Gontard considère comme le métissage anthropique, phase prémoderne synonyme d'acculturation et de reprise des modèles littéraires véhiculés par l'école coloniale. Ce faisant, il opte pour la modernité. Mais l'option choisie par le romancier ne recouvre pas entièrement ce que le critique nomme la postmodernité, synonyme de métissage créolisant et expression du moi de l'écrivain qui assure son bilinguisme. Même si de nombreux passages font état d'une langue hybride, intervallaire, encore appelée bilangue ou interlecte, Semben Ousmane renonce à mettre son moi en exergue. Il est le héros d'un peuple opprimé. Il incarne donc la modernité contestataire. Conclusion. En définitive, sur la fiche signalétique des bouts de bois de Dieu, roman francophone moderne, nous pouvons noter la conception utilitaire de l'art héritée de la tradition, l'affirmation de la différence culturelle et la répudiation du français académique. En effet, le narrateur réfute les préjugés racistes et voue aux gémonies les exploiteurs, tout en exaltant la lutte des travailleurs. D'autre part, il fustige les pratiques désuètes et surtout la marginalisation de la femme qui, à l'avenir, jouera un rôle de plus en plus important. En outre, par la récurrence des notations anthropologiques, il proclame l'altérité, vectrice d'une identité collective. Enfin, sur le plan de la mise en texte, les interférences linguistiques, les expressions wolof et bambaraz émaillent le roman, sans jamais nuire à sa lisibilité,
même si elles traduisent l'écartèlement entre deux cultures. En tout état de cause, il ne faudra pas considérer les bouts de bois de Dieu comme un cas isolé. Donc, par son orientation spécifique, le roman francophone moderne d'Afrique noire se distingue du genre homologue pratiqué dans d'autres pays.